Écoute, je pense que j'ai connu Jean-Jacques très tôt. Je pense qu'il était soit encore étudiant à l'ENSMM ou il avait été recruté comme ingénieur. Et donc moi je revenais sur Besançon parce que j'étais à la fac à Besançon depuis 69, mais je suis vraiment revenu à Besançon en 72. Avant j'ai plutôt milité du côté de Peugeot-Sochaux. Et donc on a tout de suite sympathisé. Pour moi, il était présent dans toutes les luttes concernant la Palestine et les pays africains qui étaient en train de se décoloniser d'une manière un peu étrange. Alors moi, je suis arrivé à Besançon seulement au début des années 90 et j'ai dû croiser Jean-Jacques dans les années 90 dans une ou au moins une réunion du CISIA, c'est-à-dire du collectif international de soutien aux intellectuels algériens, qui à Besançon était très actif dans la militance pour l'accueil et la protection des Algériens qui étaient victimes du terrorisme, de la terreur dans les années 90 en Algérie. Et ensuite, il a rejoint le syndicat Sud Éducation, dont j'étais un des animateurs à la fin des années 90 ou au début des années 2000, je n'ai pas de chronologie très précise. Et là, j'ai appris à beaucoup mieux le connaître. Alors bon, ce qui m'est sorti de la bouche et de la plume quand j'ai appris la nouvelle, c'est que pour moi, Jean-Jacques, j'ai dit que c'était un amour de camarade. C'est vraiment quelqu'un, comment dirais-je? Alors, d'abord, c'était un type qui avait un engagement total, c'était un militant total, c'est-à-dire qu'il était dans toutes les mobilisations, dans tous les registres. Et il avait particulièrement à cœur la solidarité internationale et la défense des droits et des libertés des étrangers dans toutes les situations. Alors, il y a eu le CISIA dont j'ai parlé, il y a eu, moi ça j'ai pas très bien connu, mais le CDDLE qui était le collectif de défense des droits et libertés des étrangers. Il y a eu le réseau Éducation sans frontières où là aussi on a milité un petit peu. J'ai le souvenir d'avoir fait un voyage assez mémorable avec lui dans le Haut-Doubs pendant l'affaire Leonarda Dibrani sous François Hollande, cette jeune Rome qui était menacée d'expulsion et qui a été expulsée. Et puis Jean-Jacques avait aussi, il avait très bien compris l'importance de l'histoire coloniale et de l'héritage du racisme colonial qui se fait encore lourdement sentir aujourd'hui, et il avait à cœur notamment l'Algérie. Alors j'avoue, je regrette infiniment de ne pas en avoir discuté avec lui quand il était encore là, que je ne sais pas exactement d'où lui vient ce lien avec l'Algérie. En tout cas, donc il y a eu le CISIA dont j'ai parlé, et puis il y a eu le fait que Jean-Jacques est celui qui a porté pendant au moins 20 ans la commémoration du massacre des manifestants algériens à Paris par la police de Maurice Papon le 17 octobre 1961. Nous sommes à nouveau réunis ici, comme tous les ans et depuis plus de 20 ans, contre l'oubli et pour la reconnaissance d'un crime impliquant l'État, un préfet et la police française. Le 17 octobre 1961, des milliers de travailleurs immigrés algériens manifestaient pacifiquement pour dire non à la guerre coloniale française en Algérie. L'État français avait décidé un couvre-feu interdisant toute manifestation contre cette guerre qui a causé 1 500 000 morts algériens. Ils étaient des dizaines de milliers. L'histoire retiendra le chiffre de 40 000. Hommes, femmes, enfants, en famille, à marcher dans les rues de Paris, sans se douter de la barbarie qui allait s'abattre sur eux. Les premiers combats que j'ai menés avec lui, c'est les combats contre les expulsions de familles. Voilà, il y a eu la famille Culpinari, la famille Rabat en 2006. Voilà. C'est là vraiment que j'ai rencontré Jean-Jacques, quoi. Et je l'ai toujours vu égal à lui-même, déjà quelqu'un qui était animé d'un calme olympien, ce qui dans le monde militant n'est quand même pas courant. Et moi, en plus, je ne connais pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui est brutal, qui est brut de décoffrage, quoi. Et alors que lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'était quelqu'un d'extrêmement posé,
souriant, riant, rieur et accueillant. Enfin, tout le monde était bienvenu avec lui, quoi. Donc c'est ça l'image que je garde de lui, de ces temps-là. Quelqu'un d'extrêmement déterminé aussi, de combatif, de toujours prêt à faire, à donner le coup de main, à s'impliquer, à s'engager, quoi. On va quitter Besançon et puis je vais vous parler en quelques mots, quelques minutes de la frontière franco-italienne, dans cette vallée qui s'appelle la vallée de la Roya, qu'on appelle aussi vallée des merveilles. Alors que les contrôles au faciès se sont multipliés à la frontière franco-italienne, mettant à mal l'espace Schengen de libre circulation, les exilés utilisent de plus en plus les chemins de montagne, d'autant plus dangereux que l'hiver approche. Ils et elles sont nombreux et nombreuses à entrer en France par la vallée de la Roya, qu'empruntaient déjà au XXe siècle les personnes qui fuyaient le régime fasciste en Italie. Donc je pense que je l'ai connu à cette époque-là, mais je l'ai surtout connu en venant à Besançon, voilà. Et tout particulièrement, je suis très émue parce que tout particulièrement Radio Bip. Et donc Radio 25, ça c'est 77, c'est un peu plus tard. Donc il y a une radio pirate qui a été créée à Besançon par un groupe de jeunes et qui a été très rapidement investie par des militants associatifs sur place. Il y avait Jean-Jacques, il y avait moi, il y avait une bonne dizaine de personnes. Et donc on a fait une radio pirate un peu symbolique, puisque je crois qu'on avait une émission par semaine et souvent elle ne durait pas très longtemps, enfin au moins 1 heure, mais on essayait de faire durer plus. Voilà. Donc c'était une émission qui était pré-enregistrée et puis qu'on rediffusait avec un petit émetteur en allant sur les collines aux alentours de Besançon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faisait Jean-Jacques, lui ? Ben, Jean-Jacques, lui, c'était un peu quelqu'un qui était un peu un expert pour la technique, la radiodiffusion et tout ça, donc il nous aidait bien, mais enfin moi je me rappelle avoir été plusieurs fois avec lui sur les collines, voilà, donc c'était un petit peu amusant, quoi, voilà. Et après en 81, on a créé Radio Bip, là il y avait un bon groupe militant, donc les héritiers de Radio 25, puis d'autres qui se sont joints à nous, et donc comme d'habitude, Jean-Jacques a été une sorte de pilier de la création de Radio Bip, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement actif et aussi capable de réunir les gens. Voilà. C'est une grande capacité. Moi, j'étais un militant politique un peu plus sectaire, comme dirait Noël. Et je me souviens, puisqu'on a été dans le conseil d'administration de Radio Bip tout au début où je suis arrivée, moi, à Radio Bip, c'est-à-dire quand je suis arrivée à Besançon, c'était fin 85, je crois, voilà. Donc, et tout de suite, je connaissais déjà un certain nombre de militants, puisque je connaissais des personnes qui étaient sur Radio Bip. Et donc, je suis arrivée à Radio Bip tout de suite, voilà. Et donc, Jean-Jacques, bien sûr, il était à Radio Bip, évidemment. Je me souviens d'avoir été dans le conseil d'administration, d'avoir été ici à faire, j'ai envie de dire, on est dans un local là où on a monté les lieux pour faire les enregistrements, faire les émissions directes, etc., dans le bocal là-haut, où on n'est pas là en ce moment, mais quand même, c'est l'édifice quand même de l'époque. Et donc... Comment ça se passait ici Alors, donc, au début, on était rue Battant. Ensuite, on a trouvé le local ici. Et il y a eu une sorte de folie des grandeurs où on pensait qu'on allait vivre avec 4 permanents sans savoir comment on allait les payer. Et à ce moment-là, je pense que la mairie a essayé de nous acheter. Et, il y a quelques permanents qui étaient pour. Et bon, on a quand même tout à fait mis le holà là-dessus. On a fait voter une charte qui nous protège à tout jamais, je pense, des ingérences politiques et d'être racheté par qui que ce soit. Voilà. Donc il a été tout de suite très impliqué dans pas mal d'émissions, et en particulier il avait une émission qui s'appelait Graffiti sur les murs du silence, qui parlait beaucoup de la Palestine et des pays africains. C'était une émission qui était très écoutée, et il avait un art incroyable de lire sans qu'on s'aperçoive qu'il lisait. Donc il choisissait ce qu'il avait à lire, et puis voilà.
Donc il y avait un très bel indicatif à l'époque qui s'appelait Ibola Letou de Johnny Clegg. Ah ouais, c'était un ami, quoi. C'était vraiment un ami de Trinidad, quelqu'un qu'on estimait beaucoup. Voilà, je regrettais qu'il ne s'engage pas plus dans les partis politiques, mais je crois qu'il avait ses bonnes raisons. Je suis contente de l'avoir revu il y a quelques jours, enfin ça fait déjà plusieurs jours, mais je suis contente de l'avoir revu parce que je pensais que ce serait difficile. Et en fait, je l'ai vu tel qu'en lui-même. Bien sûr affaibli, bien sûr physiquement marqué, évidemment, mais j'ai reconnu le regard, le sourire, cette capacité d'accueillir l'autre qu'il a eu jusqu'à la fin. Ce qui est sûr, c'est que, comme on se le disait tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui avait des facettes multiples, qui ne les exhibait pas. Hein. On apprenait les choses un peu par hasard et sans qu'il les mette en avant, et qui a vraiment eu un engagement tout à fait exceptionnel, quoi, je crois. Et sur un mode vraiment formidable. Ce que j'ai envie, c'est ses yeux rieurs, sa voix douce. C'est des images comme ça que j'ai de Jean-Jacques. Je ne vais pas parler de tout le militantisme, de tout ça, plein de gens vont le faire, c'est pas ça. Pour moi, c'est ces yeux-là, ce regard, cette voix, et voilà quoi. Des choses sensibles comme ça. C'est de quelqu'un très doux, très humain, très doux. Voilà, beaucoup de douceur.